Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier mon conseil d'administration qui m'a permis de renouer avec notre réunion annuelle arrêtée depuis 2015. Merci aussi à Serge Ripel et à tous les collaborateurs de France Gestion pour l'organisation qui a permis cet événement. En effet, aujourd'hui, nous sommes plus de 1300 présents au Théâtre Mogador. Comme vous le savez, notre débat aura pour thème le numérique. Nous profitons donc de cette rencontre pour vous informer que France Gestion est activateur et partenaire de France Numérique qui accompagne les entreprises dans cette révolution numérique. Pour comprendre l'intérêt que nous avons porté à cette opération nationale, nous vous invitons à découvrir cette courte vidéo avec l'intervention de M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au numérique. Aujourd'hui, avec des entreprises et avec des partenaires, nous avons décidé de lancer une initiative pour accompagner les TPE-PME dans leur transformation numérique. Le numérique bouleverse tous les secteurs de la société. 100% des ménages français ont accès au débit fixe et 83% des citoyens consultent Internet au moins une fois par semaine. Il y a 35 millions de cyberacheteurs et le parcours client se transforme. De nombreuses TPE-PME se sont lancées avec succès dans la transformation de leur entreprise. C'est aujourd'hui un peu un passage obligé, la plupart des gens sont présents sur Internet, c'est un moyen de rattraper un peu notre retard. La demande de nos clients, l'évolution du profil de nos commerçants, de nos artisans qui est en train de se rajeunir. Si on ne se lance pas, c'est prendre plus de risques que d'y aller. Les difficultés qu'on rencontre, je dirais, c'est les difficultés normales de toute entreprise qui se lance dans des projets. C'est la mobilisation des différentes parties prenantes, c'est le fait de dégager du temps, des moyens, de voir comment on va financer. Spontanément, les collaborateurs ne sont pas tout à fait favorables à un changement, et notamment un changement numérique, d'autant plus que nous avons plusieurs générations. Le travail, je dirais à 80%, la clé du succès est dans le diagnostic et la stratégie que vous voulez mettre en place. La transformation digitale, elle a du sens si ça nous permet de développer nos entreprises en termes de business. Ensemble, nous avons conçu un programme pour toutes celles et tous ceux qui veulent commencer ou accélérer la transformation numérique de leur entreprise. Cette initiative, nous l'avons appelée France Num. France, parce qu'elle concerne des entreprises sur tout le territoire. Et Num, parce que cette transformation numérique, elle nous concerne tous. France Num, c'est l'engagement de l'État, des partenaires locaux, de ceux qui accompagnent les entreprises et des entreprises elles-mêmes avec les régions pour accompagner, transformer et en faire une victoire pour tous. L'initiative France Num, elle met à votre disposition une plateforme. Sur cette plateforme, les chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs pourront trouver près de chez eux des lieux de formation, des conseillers qui pourront les accompagner dans cette transformation, des financements locaux, des financements privés. Cette plateforme, elle veut aussi valoriser tous ceux qui ont déjà mené des projets de transformation numérique. Vous retrouverez des entrepreneurs de tout le territoire, issus de différentes industries, qui vont expliquer, raconter comment eux-mêmes ils ont mené ces transformations et surtout ce que cela leur a rapporté. Alors connectez-vous sur francenum.gouv.fr pour participer au changement, le vôtre et celui de la France. Et maintenant, je vais laisser la parole à Laurent David, qui va vous présenter nos invités et qui animera le débat. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous pour animer ce débat sur un thème qui évidemment passionne tous ceux qui font partie du monde de l'entreprise. Je crois même plus globalement qu'aujourd'hui, en tant que particulier, administration, tout le monde est touché. Pour vous donner un petit exemple d'entrée, moi je fais partie d'un groupe de presse. Il faut savoir que la presse, les titres de presse, en quelques années, en grande partie par la vague du numérique, ont perdu énormément de leur valeur et notamment 50% de leur chiffre d'affaires publicitaire. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont assez peu touchés, mais quand cette vague elle arrive sur un métier, elle peut impacter en profondeur même le modèle, et on a même certains métiers qui doivent se réinventer.
Alors on va vous parler de tout ça, du numérique, de l'intelligence artificielle, de choses moins simples comme la blockchain, et on va essayer de voir quel impact ça a aujourd'hui sur notamment vous, vos business, vos entreprises, vous qui êtes artisans, commerçants, TPE, profession libérale. Deux temps dans cette première partie finalement d'un spectacle d'un autre genre auquel vous aurez droit tout à l'heure à 16h. Deux temps. D'abord, deux interventions de 15 minutes chacune de nos deux experts. On parle aujourd'hui de keynote speaker que je vais vous présenter très très vite. Et puis un deuxième temps où là, on va s'asseoir, on va se calmer et essayer de reprendre les notions une à une pour faire preuve de pédagogie et essayer, autant que faire se peut, de vous donner des conseils pour vous aider à bien appréhender cette déferlante du numérique. Alors, deux keynote speakers. Le premier, c'est une femme, vous voyez en français, alors on va dire deux intervenants, deux experts, dans un univers qui est quand même très, très américain. Une femme qui a commencé par passer 10 ans dans une agence de com. Les 10 années suivantes, elle les a passées chez elle pour élever ses enfants. Et puis elle se reconnecte au marché du travail en se connectant à Internet en 1998. Elle se forme aux réseaux sociaux. Et là, elle se lance comme entrepreneur. Et elle devient entrepreneur et elle devient conseil en communication et en utilisation des réseaux sociaux. Je vous demande, alors, vous êtes plus de 1300, donc vous allez pouvoir faire énormément de bruit. Je vous demande de réserver un triomphe à Fabienne Billat. Merci Laurent. Notre second intervenant, je ne vais pas redire keynote speaker, c'est un homme. Il a commencé par des études au Canada et à Sciences Po. Il a débuté sa carrière à l'innovation, à la stratégie d'un grand établissement financier, dans le monde de la finance, comme on dit. Et puis, il a décidé de se lancer, il est devenu entrepreneur, conférencier. Alors, ça ne va pas plaire à quelqu'un du premier rang, digital évangéliste. C'est quelqu'un qui a écrit aussi un best-seller, Disruption, préparez-vous à changer de monde. Là encore, je vous demande de faire un triomphe à Stéphane Mallard. D'accueil. Alors, à France Gestion, on joue la parité. On a deux experts et puis, évidemment, on reste galant. Donc, c'est à toi, Fabienne, que revient l'honneur de commencer. 15 minutes, donc si ça déborde, je me permettrai de te rappeler à l'ordre. Très bien. On peut l'applaudir pour l'encourager. Stéphane, à toi de jouer. Bonjour à tous. Et puis d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être avec vous pour continuer à parler du futur, du numérique, de disruption, de digital. On va parler un peu de blockchain tout à l'heure. Juste avant de commencer, je voudrais savoir parmi vous qui a un smartphone. J'ai l'air d'un ringard quand je pose ce genre de questions. Ok. Qui est sur Facebook? Ok. Qui pense que le numérique est une immense révolution? Ok, qui pense que c'est juste des technologies de plus, mais pas plus que ça en termes de révolution? Quelques-uns quand même. Qui a plutôt peur du numérique? Qui pense que ça va être compliqué, qu'il va falloir se former, s'adapter, que ça risque d'être réservé aux jeunes générations ou aux informaticiens? Qui pense ça? Bon, alors d'abord, je tiens à vous rassurer. Ce qui est bien avec cette révolution numérique qu'on vit en ce moment, c'est qu'on n'aura absolument pas besoin de formation. On aura besoin de compétences, comme l'a dit Fabienne, mais pas à se former sur le numérique. Pourquoi? Parce que ce qui est bien avec le numérique, c'est que le numérique s'adapte à vous. Qui a un iPhone ou un iPad parmi vous? Vous avez vu à quel point c'est facile pour les personnes âgées ou les bébés d'utiliser un iPhone ou un iPad? Les technologies aujourd'hui, elles arrivent sans mode d'emploi. Elles sont faites pour s'adapter à nous, pour qu'on les utilise de manière intuitive. C'est comme ça que les géants du numérique construisent ces produits. Ils les donnent à des personnes âgées et à des bébés. S'ils savent les utiliser, à ce moment-là, ils les mettent sur le marché. Ça va être la même chose avec tous nos usages du numérique. Chaque fois qu'il y a une friction, qu'il y a quelque chose de compliqué qui requiert
une formation ou un mode d'emploi, ça ne sera pas adapté au nouveau monde. Ce qui veut dire que ce monde va être de plus en plus accessible, de plus en plus facile. Par contre, j'insiste en plus sur ce qu'a dit Fabienne, elle avait raison, il va falloir ne pas en avoir peur, s'en emparer et accélérer l'entrée dans ce nouveau monde. Parce qu'on n'a pas le choix, on y est, il n'y a aucune raison d'en avoir peur, mais c'est lui qui s'adapte à nous. Est-ce que vous savez, je parle à ceux en priorité qui utilisent Facebook, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur Facebook, qu'à l'heure à laquelle vous utilisez Facebook, à la fréquence d'utilisation de Facebook, à ce que vous postez dessus ou pas, à qui sont vos amis ou pas, au déplacement de votre souris même sur l'écran, à la manière avec laquelle vous tapez sur votre téléphone, Facebook est capable, avec des bons modèles, on appelle ça des algorithmes, ils sont capables d'apprendre plein de choses sur vous. Ils sont capables, par exemple, de savoir quelle est votre humeur. Ils peuvent même changer votre humeur en temps réel, en poussant les bons articles ou les bonnes photos sous vos yeux. On est très influençables, nous les êtres humains. Les publicitaires savent ça depuis longtemps. Facebook est capable de faire ça. Ils sont capables de savoir pour qui vous allez voter, même de changer votre vote. Vous avez vu d'influencer votre vote. Vous avez vu le scandale Cambridge Analytica aux États-Unis. Ils sont capables d'identifier des risques de suicide imminents. Ils ont sauvé des vies comme ça aussi. Et ils sont même maintenant capables de savoir si vous allez vous mettre en relation avec quelqu'un ou au contraire vous séparer. On est extrêmement prévisibles, les êtres humains, et en utilisant les technologies du numérique aujourd'hui, on est capable de déduire et de prédire ce type de choses. Et on n'en est qu'au début. Autre question, qui aujourd'hui, pour gérer son argent, ferait plutôt plus confiance à sa banque qu'à Facebook ou à Google ou à Amazon? Qui ferait plus confiance à sa banque? Alors, il faudra m'expliquer pourquoi. Quand vous demandez à deux générations différentes, vous avez plutôt les générations les plus âgées qui préfèrent confier leur argent à leur banque et aux générations les plus jeunes confier leur argent à Facebook, à Google, à Amazon. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des professionnels du numérique et dans ce monde-là, ils offriront plus d'efficacité, plus de fluidité et même plus de confiance. Vous savez, aujourd'hui, les banques, elles savent pas mal de choses sur vous. Elles savent combien vous gagnez, ce que vous dépensez avec votre carte bleue, etc., dans quel magasin. Mais Google ou Apple ou même Samsung, juste avec le GPS qu'il y a dans votre téléphone, ils savent où vous habitez. Mais ils savent aussi, avec le bon modèle algorithmique, avec la bonne méthode, ils savent quels sont vos déplacements, à quelle fréquence, qui vous croisez, dans quel magasin vous allez consommer. Autrement dit, même s'ils n'ont pas toutes les données financières directes que votre banque possède pour vous, ils peuvent progressivement déduire toutes ces données, ils peuvent les deviner indirectement. Encore une fois, on est très prévisible et ces nouveaux algorithmes, qu'on appelle entre autres de l'intelligence artificielle, sont en train de nous le prouver. En fait, on entre dans un monde avec le numérique qui est une véritable leçon d'humilité pour l'être humain. L'être humain, aujourd'hui, s'est cru très intelligent par rapport aux animaux, mais aujourd'hui, on commence, notamment en neurosciences et en intelligence artificielle, avec tous ces modèles, à comprendre que finalement, notre intelligence est certainement beaucoup plus limitée qu'on le pense et surtout qu'on a énormément de biais. Et ce qu'on a eu tendance à croire, nous les êtres humains, c'est qu'on était des experts dans nos domaines. Vous pouvez voir des financiers, vous pouvez voir des médecins, vous pouvez voir des avocats. Ils s'affichent comme experts dans leur domaine. Mais vous avez tous vu que lorsque vous avez un problème dans n'importe quel domaine, vous pouvez voir 3 experts différents, vous avez 3 expertises différentes. Quand vous êtes malade, vous voyez 3 médecins, vous avez 3 diagnostics différents. Ce n'est pas normal. Ça prouve une chose, c'est que l'expertise des êtres humains, elle n'est pas centralisée, elle est distribuée dans les cerveaux de tous les êtres humains. Eh bien, imaginez que dans les prochaines années, l'expertise va converger au sein d'une seule unité, d'un seul grand ordinateur, si vous voulez. Lorsque vous irez chez le médecin, vous aurez un algorithme dans votre poche qui sera capable de faire le diagnostic médical parce qu'il rassemblera l'expertise de tous les médecins de la planète en même temps. Ce qui veut dire qu'on va progressivement confier l'expertise aux machines. Et là... Alors, le monsieur demande au service de quel laboratoire? Vous avez entièrement raison. Ça soulève des intérêts. La question, c'est est-ce que ça va sauver plus de vies que faire appel à la médecine traditionnelle? Vous savez aujourd'hui, mais votre question est totalement légitime, vous avez raison, ces questions de manipulation et d'éthique sont extrêmement importantes. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle, on est capable de détecter des cancers sur des images médicales mieux que les médecins. Là-dessus, l'humain est dépassé et c'est une très bonne nouvelle. On détecte les premiers signes d'Alzheimer aussi sur des images de cerveau 8 à 10 ans avant les premiers signes cliniques. On détecte des cancers de la peau aussi, on fait des diagnostics en quelques minutes là où les médecins sont incapables de le faire. Ça va être révolutionnaire dans la médecine. Après, la question c'est
C'est très simple, il suffit juste que l'intelligence artificielle soit meilleure que les médecins humains en moyenne pour qu'on fasse confiance sur l'expertise aux intelligences artificielles. La question, évidemment, c'est est-ce que c'est celle de Google, d'Amazon, d'un laboratoire pharmaceutique? Je vous rassure, ce ne sera pas les laboratoires pharmaceutiques. Ils sont incapables de faire ça, ce sera Google, ce sera Facebook, ce sera Amazon. C'est les seuls à être capables de faire de l'intelligence artificielle à ce niveau-là aujourd'hui, et leurs homologues chinois. Mais là où je veux en venir, c'est que, évidemment, la machine sera meilleure. Jusqu'à aujourd'hui, on faisait des machines qui avaient des puissances techniques. Vous savez, on a toujours dit ça ne sert à rien de courir plus vite qu'une voiture ou qu'un avion. Eh bien, imaginez que c'est la même chose qu'on est en train de faire sur notre intelligence. On est en train de créer des machines qui ne sont plus programmées, mais qui sont entraînées pour modéliser des fonctions qui relèvent de l'intelligence. Autrement dit, on transfère l'expertise et l'intelligence aux machines, qui vont être comme nos deuxièmes cerveaux et faire beaucoup moins d'erreurs. Demain, ce qui va compter, puisque l'expertise sera progressivement confiée aux machines, y compris sur ce qui relevait de l'intelligence, ça va être de créer des relations exceptionnelles entre humains et entre entreprises. Puisque toutes les entreprises, très rapidement, vont converger sur un même niveau de maturité en matière d'expertise dans leur domaine respectif. Je parlais de la médecine, mais ça va être pareil pour la finance, pour l'industrie, pour le droit. Imaginez que chaque entreprise aura son intelligence artificielle qu'elle pourra solliciter sur une expertise, et du coup, la différence se fera sur l'humain. L'enjeu pour les entreprises demain, ça va être comme d'être d'excellents séducteurs. Vous connaissez la différence entre les bons et les mauvais séducteurs? Je suis sûr que vous connaissez. Le mauvais séducteur, vous savez, c'est Don Juan. C'est celui qui en fait des tonnes pour séduire. Et vous connaissez tous l'adage, hein, fuis-moi, je te suis. Lorsqu'on en fait des tonnes, ça ne marche pas. Mais Don Juan, une fois qu'il a séduit sa cible, là, elle ne l'intéresse plus, il s'en débarrasse. Ça, c'est le mauvais séducteur. Qu'est-ce qui fait le bon séducteur? Le bon séducteur, aujourd'hui, enfin, de tout temps même, le bon séducteur, il ne cherche pas à séduire, il se rend séduisant en étant excellent, exceptionnel dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est, etc. Et il attire indirectement à lui, mais une fois qu'il a séduit, là, il prend soin, il crée une relation, etc. C'est exactement cette différence entre le mauvais et le bon séducteur qu'on est en train de vivre avec le numérique aujourd'hui. Les entreprises du monde traditionnel, du monde d'hier, se comportent comme des mauvais séducteurs. Regardez toutes celles qui font des publicités à la télévision. Elles essayent de vous faire signer, et dès que vous avez signé, que vous êtes client, il n'y a plus personne. Regardez les services clients des banques ou des télécoms ou ce que vous voulez. À l'inverse, les spécialistes du numérique, prenez Uber, prenez Amazon, prenez ce que vous voulez dans le numérique, ils ne cherchent pas à vous séduire. Par contre, ils se rendent exceptionnels et c'est vous, indirectement, qui allez vers eux. Mais une fois que vous êtes utilisateur ou client, là, ils ne vous lâchent plus pour créer une relation exceptionnelle. Regardez Amazon, vous avez le moindre problème avec eux, vous appuyez sur un bouton, ils vous rappellent en moins de 30 secondes, ils vous appellent par votre nom, ils connaissent quasiment déjà votre problème, ils ne vous lâchent pas tant que ce n'est pas réglé, et à la fin, ils s'excusent. Imaginez une banque s'excuser, par exemple. Ils n'arrivent pas à ça. Ils s'excusent et ils vous envoient des bons d'achat à la fin pour s'excuser. Parfois, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais ils vous envoient des articles en trop, par exemple, que vous avez commandés. Ils ne vous demandent même pas de les renvoyer, ils vous disent gardez-les, ils vous remboursent. Ça, c'est une relation client exceptionnelle. L'enjeu pour les entreprises dans le numérique, c'est ça. Parce que le numérique, ça va devenir une commodité. Comme je le disais sur l'intelligence artificielle, tout le monde va se retrouver au même niveau de maturité, puisque tout ça sera dans des serveurs très très loin. Et les entreprises vont devoir se différencier sur l'expérience, la relation, le lien de confiance avec l'autre. Parce que vous savez que l'enjeu de l'arrivée de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est de rendre les logiciels, c'est de rendre la technologie proactive intellectuellement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui utilisiez votre intelligence pour utiliser les technologies, les applications, les logiciels. Ça faisait que exécuter bêtement ce que vous lui demandiez de faire. Et bien demain, les applications, les logiciels avec l'intelligence artificielle vont déceler votre intention, ce que vous voulez faire avec le numérique, et le faire à votre place en vous épargnant l'apprentissage du logiciel, etc., etc. Tout le monde connaît Excel, par exemple, ici? Excel, Microsoft Excel, ça vous parle? Alors, vous savez, Excel, c'est très compliqué. Il faut apprendre à taper des formules, il faut faire des macros, du VBA, ce que vous voulez. Et ben, dans l'Excel de demain, avec l'intelligence artificielle, vous aurez vos données sous les yeux et vous direz quelque chose à la machine du type « trie-moi mes données mensuellement en supprimant la TVA ». Pas besoin de savoir programmer, la machine comprendra votre intention et le fera directement sur l'écran. Vous voyez, on transfère l'expertise et finalement, le langage qu'on aura avec la machine demain va se rapprocher progressivement du langage humain. L'objectif de toutes ces technologies à moyen long terme, c'est l'objectif des géants de la technologie, Google, Facebook, Amazon, c'est que toutes ces technologies, smartphones, tablettes, ordinateurs, tout ça se fondent dans le paysage
et qu'à la place d'un smartphone, vous ayez tous un assistant intelligent unique et à votre service. Vous avez tous entendu parler de Siri ou d'Alexa? Alors, la dame dit, si on n'en veut pas, on fait quoi? Je vous rassure, le monde est darwinien, ce qui veut dire que si vous n'en voulez pas, vous ne serez certainement pas la seule, et il y aura un marché pour les gens comme vous qui n'en voudront pas. Rassurez-vous. Et il y aura forcément des boîtes pour vous vendre autre chose, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, cet assistant intelligent, s'il est bien fait, c'est-à-dire s'il cherche à défendre vos intérêts en permanence, c'est vous qui allez le vouloir. Parce que cet assistant intelligent qui va remplacer votre smartphone dans les prochaines années, il va chercher à vous connaître toujours plus, connaîtra votre santé, votre personnalité, vos relations, votre humour, bref. Il vous connaîtra tellement, cet assistant intelligent, qu'il finira par devenir une copie parfaite de vous dans le monde digital qui va vous représenter avec l'extérieur. Je vous donne un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, le truc qui faisait ça bêtement, c'était le répondeur téléphonique. Il nous représentait juste pour prendre un message pour nous. Et bien, imaginez que vous aurez, comme les gens très riches qui ont un majordome chez eux, vous savez, qui défend leur intérêt, ben vous aurez un majordome digital qui va être votre alter ego digital. Ce sera une copie de vous qui vous représentera pour faire des choses dans le monde digital. Votre assistant intelligent, à qui vous allez demander par exemple d'organiser un dîner chez vous avec vos amis, il va discuter directement avec l'assistant intelligent de vos amis pour choisir la date, le menu, éviter les allergies, etc. Mais il va discuter aussi avec l'assistant intelligent qu'il y aura dans votre four, dans votre frigo, dans vos poubelles, dans je ne sais quoi, parce que les objets aussi vont être connectés. Et il commandera ce qu'il faut directement sur Amazon, ce qui manque. Regardez, qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, c'est juste des ordinateurs bêtes connectés. Parce qu'encore une fois, c'est vous qui faites les choses intelligentes avec Internet. Eh bien, imaginez que l'étape d'après, le futur d'Internet, c'est d'avoir des assistants intelligents, le vôtre qui va remplacer votre smartphone, ceux de vos amis, des entreprises, de l'État, etc., qui discutent les uns avec les autres pour faire des choses à notre service. Alors évidemment, au début, il y a des gens qui vont se jeter dessus, parce qu'ils vont vouloir utiliser ces assistants tout de suite, et d'autres, certainement comme vous, madame, ou d'autres, qui n'en voudront pas, ou en tout cas pas tout de suite. Souvenez-vous, lorsque les premiers téléphones portables sont arrivés, il y avait quand même une majorité de gens qui disaient « moi, hors de question que je puisse être joignable tout le temps comme un chien en laisse, c'est pas possible ». Tous ces gens-là, ils ont les derniers iPhones aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que la technologie, lorsqu'elle crée de la valeur, notamment en médecine, lorsqu'elle sauve des vies ou qu'elle nous rapproche de nos enfants, ce que vous voulez, on l'adopte. Par contre, on ne l'adopte pas au même rythme. Demain, on aura un écosystème d'assistants intelligents et au début, on ne leur fera pas confiance. Ils vont nous suggérer de faire des choses pour nous très simples. Est-ce que tu veux que je recommande du lait? Parce qu'ils auront vu qu'on en commandait toutes les 2 semaines sur Amazon et donc ils l'auront supposé. Est-ce que tu veux que je m'occupe de payer les factures? Et progressivement, on va leur dire oui, puis on ira vérifier qu'ils font bien leur travail. Puis si c'est le cas, on leur fera de plus en plus confiance et à la fin, on va leur confier un mandat pour agir en notre nom, comme les gens très riches avec leur majordome qui défend leur intérêt. On aura à la place de notre smartphone un assistant qui va nous représenter vis-à-vis du reste du monde. Et cet assistant, il finira par nous envoyer des notifications pour nous dire, au fait, j'ai payé les factures, la cantine, j'ai recommandé du café, etc. Et on sera très satisfait. Et ça communiquera avec les objets. Hein. Allez-y. Attendez. J'ai pas entendu, vous pouvez le répéter? Attendez, il y a une punchline, j'arrive. Ah, alors, excellente remarque. C'est ce que vous vouliez dire aussi? Excellente remarque. Alors, la dame disait, on va devenir tous débiles. Je termine là-dessus et je vous promets qu'on va en discuter tous ensemble. Sachez que c'est une remarque qui existe depuis toujours en philosophie sur n'importe quelle technique. Descartes, à l'époque, vous savez, il faisait déjà la remarque en disant « Pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise mon entendement si j'ai… » Alors, j'ai plus la quote en tête, mais il disait « Si j'ai un cuisinier pour mes affaires de bouche, un avocat pour mes affaires de droit, finalement, j'ai plus besoin d'utiliser mon intelligence. » Mais en fait, la raison, c'est que vous avez le choix de faire l'effort. C'est comme aujourd'hui, si vous n'avez plus besoin de travailler et que vous gagnez au loto, vous pouvez passer de votre temps devant la télé ou vous pouvez vous cultiver, faire l'effort, apprendre les mathématiques, ce que vous voulez, ça dépend de vous. Donc oui, il y a des gens qui vont devenir débiles, c'est vrai, parce qu'ils ne vont rien faire. Mais oui aussi, il y a des gens qui ne vont pas être satisfaits, qui vont cultiver l'effort, qui vont vouloir faire des choses, etc. Je vous rassure, tout ça est darwinien. Si ça crée de la valeur et que ça sauve des vies, on en voudra. Sinon, rassurez-vous, ces technologies n'émergeront pas. Merci à tous en tout cas. Stéphane Mallard. Merci. J'ai passé un petit peu. Je n'avais pas prévu les questions. Tant mieux.
Alors maintenant que tu as inquiété tout le monde, toute la salle, on va essayer de rassurer. J'ai parlé de sauver des vies. Je plaisantais. Donc 40 minutes pour tout comprendre. On va passer d'une notion à l'autre et je vais commencer par une question très simple. Vous avez tous les deux évoqué à tour de rôle numérique, digital, Internet, etc. Est-ce que tout ça, c'est pareil, c'est synonyme? Alors il y a plein de choses, tu veux peut-être commencer? J'ai déjà envie de faire le distinguo entre digital et numérique, parce qu'à mon sens, mais j'ai travaillé avec le Syntec numérique, et pour moi le numérique, c'est vraiment une notion d'informatique et d'ingénierie. Quand on parle des femmes du numérique ou du numérique, c'est souvent des ingénieurs, ça ne tient qu'à moi. Hein. Et de l'autre côté, digital, c'est mon autre partie de communicante, parce que je ne suis pas ingénieure, et pour moi c'est du digital. Je ne sais pas quelle est ta version, Stéphane. Bon, déjà, il faut dire un truc, c'est que numérique, effectivement, c'est technique, c'est technologique, c'est la technologie, c'est les ordinateurs, c'est Internet, c'est toutes ces choses-là, ça c'est numérique. En anglais, numérique, ça se dit digital. Sauf que, quand on emploie digital en français, ça veut dire le doigt, vous savez, une empreinte digitale. Mais en réalité, quand on parle du digital en français, ça veut dire à la fois le numérique, donc la technologie, toutes ces choses-là, mais aussi tous les changements en matière d'usage que ça implique en termes d'interaction, de relations, d'usage en général. Tout ce que ça change sur le monde. Donc la technologie plus les changements d'usage. Parce que, comme je vous l'ai dit, la technologie va devenir une commodité. Ça ne coûtera plus rien, tout le monde en aura. Regardez le prix d'un smartphone, le prix de l'hébergement sur Internet, le prix d'une communication entre l'Europe et les États-Unis. Ça ne vaut plus rien aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Tout ça, ça devient des données, ça devient des commodités en économie. Du coup, le numérique, si vous voulez, s'efface progressivement, ça devient notre norme, mais ce qui est important, c'est nos usages, nos interactions, tout ce que ça bouleverse, comment ça va changer les interactions du commerce avec leurs clients, des parents avec leurs enfants, des professeurs avec leurs étudiants, c'est les interactions que ça bouleverse. Vous avez tous les deux parlé de beaucoup, notamment d'intelligence artificielle, surtout toi Stéphane. Parallèlement, on a aujourd'hui des chefs d'entreprise qui n'ont pas encore un site Internet. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est grave? Moi, je serais plus maintenant sur les réseaux sociaux, parce que j'ai complètement redémarré avec. Un site Internet, c'est du boulot. Hein. Il faut déjà le monter, ça coûte cher, on ne sait pas à qui s'adresser. J'ai vu énormément d'artisans se faire avoir à payer 10 000 € un site Internet. C'est colossal pour un artisan. Et à mon avis, les réseaux sociaux, ça donne une première prise, une première approche, parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est le client. Et on oublie en France, on n'est pas très bon en service client, en usage client. Et déjà commencer à se chauffer, peut-être un peu, tu vois, à voir où est sa communauté, où sont ses clients. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut définir ça. Et pourquoi pas Facebook, si on a effectivement une boutique, pourquoi pas LinkedIn ou Instagram. Enfin, je veux dire, tout est ouvert, mais il faut en choisir un ou deux. Et déjà pressentir où est sa communauté, où est son business et ses clients, me semble-t-il. Je rejoins totalement Fabienne. C'est une règle de base en business, c'est aller chercher vos clients là où ils sont. Donc si c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Si c'est créer une application smartphone parce qu'ils veulent être là-dessus plutôt que sur un site, c'est ça, c'est très bien. Si c'est un site, c'est un site. Si c'est une marketplace Amazon, ok, parfois ça peut être un peu chiant parce qu'ils ont un rapport de force un peu inversé, mais s'ils sont là, il faut aller les chercher là. C'est le canal du client qui compte uniquement. Oui. Alors, excellente remarque. Madame. On ne déflore pas complètement parce qu'on va y revenir. On y va après sur la cybersécurité. On va y arriver sur la cybersécurité. C'est une autre question, vous êtes trop en avance. Vous allez trop vite. Très pertinente comme question. Sans intelligence artificielle, vous allez beaucoup trop vite. Juste, j'ai une petite question là-dessus, et là je vais me faire aussi le porte-voix de pas mal de dirigeants dans la salle. Beaucoup nous disent et estiment que finalement être présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, ce n'est pas indispensable, parce que finalement, ils n'ont pas besoin de ça, ils sont connus dans leur quartier, dans leur ville. Oui, mais c'est juste, non, même pas une transposition, mais une continuité tout simplement. Quand on dit t'es virtuel, non, parce que ça ne tient pas s'il n'y a pas du physique et du réel. D'ailleurs, on le voit ici, nous on est connectés sur les réseaux, on se connaît par cœur, on s'embrasse comme des frères et sœurs, alors qu'en fait on se connaît quasiment pas et qu'on se suit sur les réseaux. Et les réseaux donnent une proximité, c'est ça qui est assez fort, aussi bien avec ses clients qu'avec, pourquoi pas, des fournisseurs. Ça change la donne relationnelle. Mais si elle n'est pas réelle, elle ne tiendra pas très longtemps, la proximité virtuelle. C'est pas possible. Et ça, même quand on a une toute petite entreprise, quand on travaille seul. Bien sûr. Intelligence artificielle. Il n'a pas répondu. Oui, je suis totalement en phase, mais surtout, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on est en ligne, on a la capacité de créer un lien avec évidemment ses clients, mais on peut se créer une réputation, on peut montrer ça publiquement, comme on entretient cette réputation. C'est-à-dire que si vous avez été mauvais et que ça se dit publiquement, progressivement, vous disparaissez du marché, même si tout le quartier vous a connu. Par contre, si vous faites quelque chose d'exceptionnel, à l'inverse, vous pouvez agréger une communauté, développer votre marché. Puis ça se trouve,
il y a des gens, tout bêtement, ils vont avoir un marché plus gros simplement parce qu'ils vont être connectés et qui vont servir des clients qui sont beaucoup plus loin, etc. J'inviterais plutôt à y aller, à tenter, parce que souvent on a tendance à être frileux et à pas y aller, à pas vouloir communiquer. Les Français veillent beaucoup sur les réseaux sociaux, mais ne publient pas. C'est pas très compliqué de repartager une publication qui existe. On n'a pas besoin de se mettre en maillot de bain, on n'a pas besoin de faire un commentaire politique. Enfin, je veux dire, c'est comme dans la rue, quoi. On se tient courtoisement et il suffit d'avoir un savoir-vivre sur les réseaux sociaux de la même façon qu'on l'a dans la vie. Mais il faut absolument y aller. Les clients sont là. Donc voilà, l'équation, elle est simple. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui Bien est sûr. compatible avec... Oui. Non, mais après, c'est une organisation, il y a effectivement un savoir-faire, un savoir-être. Moi, je dis toujours d'essayer de voir avec des gens dans la famille, des proches, etc., plus jeunes, qui ont une malléabilité et qui ont une mécanique assez facile par rapport aux réseaux sociaux en général. Pourquoi il y a un petit bip ? Ok. De se faire aider par quelqu'un qui maîtrise et qui a cette facilité-là. Et c'est pas mal d'avoir une sorte de mentor ou de quelqu'un qui accompagne au début pour justement se lancer et ne pas avoir peur. Mais il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Enfin, c'est la seule injonction que j'aurais. De toute façon, on apprend en le faisant. C'est assez Exactement. simple. On tâtonne, on corrige, c'est de laisser erreur, ça se fait très très vite. Et encore une fois, c'est vos clients qui y sont, donc c'est à vous d'aller les chercher là-bas et de vous adapter à eux. S'ils changent de canal, il faut changer de canal. S'ils en veulent plus d'un canal, il faut en mettre plus. Il faut juste suivre le business. Et c'est vrai qu'on sent la puissance de l'outil quand on l'essaye. Ouais. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Oui, mais il faut faire, il faut y être, effectivement, ça prend du temps. Il faut s'organiser pour y être moins, mais au début, ça prend du temps, comme sur les profils LinkedIn, quoi. Mais après, c'est une mécanique et c'est un usage comme le sport, quoi. C'est une hygiène, en fait. Deuxième notion où il y a besoin de pédagogie, on a besoin de mieux comprendre, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que l'intelligence artificielle, au début, on imaginait très Blade Runner. Ouais. Alors ça, c'est la conscience artificielle, ouais. c'est encore autre chose. Encore autre chose. Alors, il y a différents dessus, mais... J'ai l'impression qu'il y a différents degrés d'intelligence artificielle. Alors, il y a un seul truc à comprendre sur l'intelligence artificielle. Déjà, c'est pas quelque chose de compliqué. Il faut juste dire qu'on inverse ce qu'on a fait en informatique jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on programmait des logiciels avec des règles. Aujourd'hui, on entraîne, on éduque des logiciels avec des données pour faire des choses dont on dit relever de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que ces choses? C'est grosso modo tout ce qu'on fait avec nos cerveaux. Reconnaître ce qu'il y a dans notre environnement, manipuler les concepts, raisonner, conceptualiser, comme je vous le disais, manipuler le langage, créer, etc. Et bien aujourd'hui, on entraîne des logiciels avec des données pour faire toutes ces choses-là. Et ces machines commencent déjà à nous dépasser sur pas mal de tâches, ce qui est une très bonne nouvelle, encore une fois. Est-ce que je peux faire... Ah, les métiers qui vont être condamnés et ceux qui vont émerger. Alors, très bonne question. D'abord, qui parmi vous pense que l'intelligence artificielle va détruire plus d'emplois qu'elle va créer? Allez-y, on est entre nous. Oui, on est entre nous. Qui pense qu'elle va en créer plus qu'elle va en détruire? Ah, c'est des optimistes, les entrepreneurs. Bon, alors, il y a deux écoles là-dessus. Sachez d'abord que vous avez d'un côté plutôt des économistes qui vous disent « rien de nouveau, rien d'inquiétant, on va détruire des jobs, mais on va en recréer d'autres ». C'est ce qui s'est passé au cours de l'histoire à chaque révolution technologique. Et de l'autre côté... Battle. Moi, je suis prêt à discuter vraiment avec tout le monde. Et donc, gardez votre question, on va y répondre. Et donc, de l'autre côté, plutôt des entrepreneurs, cette fois, comme des gens comme Bill Gates, comme Steve Jobs à l'époque, qui nous disent « Non, non, cette fois-ci, c'est différent parce qu'on est en train de s'attaquer à la dernière spécificité de l'homme au travail, qui est son intelligence. Qu'est-ce qui reste comme métier si on a modélisé l'intelligence? Théoriquement, il n'en reste plus. » Alors, je vous rassure. Déjà, on vit une vraie accélération sur ces sujets, mais l'intelligence artificielle ne dépasse pas celle de l'homme dans tous les domaines. Elle nous dépasse dans certains domaines, je l'ai évoqué, reconnaître des cancers, par exemple, sur l'imagerie médicale, elles sont meilleures que les humains, mais par exemple, manipuler le langage, rédiger des articles, les comprendre, etc. Là, les machines ne sont pas encore aussi bonnes que nous. Donc, ça dépend des métiers. Ce qui est certain, en gros, c'est que plus vous avez un métier qui requiert une expertise, et donc par définition qui coûte cher, un métier où on est bien payé, plus ça va être intéressant de l'automatiser avec de l'intelligence artificielle. Si je devais conseiller quelque chose pour les enfants des prochaines générations, c'est en gros d'apprendre à manipuler des théories et des concepts, que ce soit des mathématiques, que ce soit les sciences politiques, que ce soit l'économie, enfin bref, apprendre à manipuler la philosophie, manipuler des concepts, parce que tout ça, ça permettra de s'adapter
chacun des nouveaux sujets qui vont émerger et qu'on ne connaît pas encore. Plus vous vous spécialisez, plus ça va être difficile de s'en sortir face à l'intelligence artificielle. Regardez, il y a eu un concours entre des médecins et des intelligences artificielles en Chine l'été dernier. Les médecins se sont fait pulvériser. Mais quand on parle de médecine, on est tous d'accord qu'il faut que la machine soit meilleure. Mais sachez que ça va être la même chose pour l'expertise comptable, pour les avocats, pour les programmeurs informatiques. Les programmeurs informatiques ne sont pas sauvés. On a des intelligences artificielles qui génèrent leur propre code informatique aujourd'hui. Mais au lieu de penser aux emplois qui vont disparaître, etc., se transformer, gardons plutôt en tête la valeur que ça crée pour l'humanité. Pensons aux maladies qu'on va guérir en accélérant la recherche. Pensons aux vies qu'on va sauver sur les routes. Vous savez, avec les voitures sans chauffeur connectées qui vont arriver là, très très vite. Pensons à toute cette valeur pour l'humanité. Si évidemment on détruit plus de jobs qu'on va recréer, ça veut simplement dire qu'il va falloir une autre organisation de la société où le travail n'est plus la norme. C'est l'un des scénarios, encore une fois. Ça peut être le scénario où on crée plus de jobs qu'on va détruire. Sachez que toutes les études que vous allez lire là-dessus, elles ont toutes des chiffres différents, toutes des visions différentes, ce qui veut dire qu'il n'y en a aucune qui a raison en ce moment. Dans ce concept-là, on le voit bien, c'est hyper anxiogène, on voit les gens réagir. Juste, il y a un monsieur qui parle, oui. J'entends pas. Oui. Absolument. Ouais, puis à l'inverse, vous avez aussi des gens comme David Graeber qui nous disent on a aussi créé des jobs qui servent à rien avec des gens qui sont occupés alors qu'il ferait mieux de ne pas travailler dans des métiers qui n'ont aucun sens. Alors il en donne plein dans son livre, hein, ça va être beaucoup des choses comme des consultants, des choses comme ça. Vous savez, mais on en voit tous des métiers qui n'ont pas besoin d'être faits. Sympa. Non, mais je l'ai été, donc je me mets dedans. Mais ce qu'on appelle les bullshit jobs. C'est le titre de son livre, les bullshit jobs. Et il explique que c'est des métiers qui n'ont pas besoin d'être faits et qu'au lieu de libérer du travail et d'avoir plus de loisirs, on a inventé ces jobs qui n'ont pas besoin d'être faits justement pour occuper les gens. On ne sera pas en vacances, on fera semblant de travailler. Mais vous avez raison, c'est des craintes à chaque fois qu'on voit revenir, à chaque fois qu'il y a des révolutions technologiques. On a toujours eu ces craintes. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'accélère et on s'attaque à l'intelligence et on a de vrais résultats. Peut-être qu'il y aura encore une vague où on va bloquer puis la machine ne sera pas aussi puissante que l'homme. Peut-être qu'on va la dépasser. Ce qui est certain, par contre, c'est que si on crée toutes ces technologies, même les outils de base, c'est pour se libérer progressivement du travail. Dites-vous bien un truc, c'est que si un travail a besoin d'être fait, c'est que c'est un problème. Et si on l'automatise avec une technologie, un outil ou ce que vous voulez, on se sera débarrassé de ce problème et les humains pourront s'attaquer à d'autres problèmes, donc inventer d'autres jobs et progressivement s'en débarrasser. Émotion. Exactement. Monsieur, alors vous avez raison. Je vais juste reformuler la question parce que... Oui. Ouais. Allez. Alors, je vais vous reformuler la question. Je vais vous reformuler la question du calme. Il y a de la passion, mais oui. On peut. Juste, c'est vrai que ça repose la question, et c'est une question que je voulais te poser, Stéphane. On voit bien effectivement, comme le disait monsieur disait finalement, la machine, elle ne peut pas tout faire. La machine, elle n'est pas capable de toucher. Alors, toucher le bois, l'artisan, il faut voir, parce que ça, il y a des machines qui peuvent le faire. Mais finalement, quel va rester le rôle de l'homme ? Quel rôle on va jouer si on se projette ? Alors d'abord, juste pour répondre, monsieur a entièrement raison, c'est vrai qu'on a des algorithmes aujourd'hui, ou même des machines, qui ne sont pas forcément en mesure de remplacer le toucher, de remplacer le feeling, etc. Mais ce que je vous ai évoqué, c'est la tendance. On commence à avoir des algorithmes qui développent, même des machines qui développent le sens du toucher. La question, c'est est-ce qu'on a besoin d'automatiser tel ou tel métier, notamment qui requiert du toucher, par une machine ou pas ? Et j'y ai en partie répondu tout à l'heure, c'est si c'est rentable économiquement. C'est comme ça que ça marche dans le business. Si c'est plus rentable de faire ça par un humain, c'est un humain qui le fera. Si c'est plus rentable de le faire par une machine, c'est une machine qui le fera, si on l'invente. Et vous avez posé la question de l'empathie, du cœur de l'homme, etc. Et bien, sachez qu'aujourd'hui, on commence à modéliser des algorithmes d'empathie artificielle qui sont capables à la fois... Mais vous savez, qui a vu le film Her parmi vous ? H-E-R. Alors déjà, je vous encourage tous à le voir. C'est exactement ce que Facebook et Google sont en train de développer. C'est l'histoire d'un monsieur en plein divorce qui installe une intelligence artificielle sur son smartphone avec qui il discute tous les jours et il finit par tomber amoureux d'elle, tellement l'interaction a l'air vraisemblablement humaine. C'est de l'empathie artificielle.
eh ben, je vous assure que demain, on interagira avec des intelligences artificielles qui nous feront éprouver des émotions. Mais vous savez, il n'y a rien de surprenant là-dessus. Stéphane, tu as vu ce Japonais qui s'est marié avec un petit avatar récemment? Comment? Alors, il faut pouvoir le choisir. Voilà, après, c'est une question de discernement. Mais effectivement, plus on sera au courant et plus on sera acculturé à tout ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'en emparer, il faut s'en occuper, parce qu'il faut avoir des connaissances. Avec des connaissances, on peut dire oui, je vote ou non, je vote. En France, heureusement, on pourra encore discerner ça. En Asie, c'est mort. Et aux États-Unis, c'est encore un autre sujet. Mais en Asie, ils n'ont même pas droit de parole. Nous, on a le droit de parole, on a le droit de vote. Donc c'est à nous de nous emparer de ça, de savoir ce qu'on voudra choisir, discerner, voter. Est-ce qu'on veut que ce soit un robot qui t'ouvre le cœur, ou est-ce que tu préfères que ce soit encore un chirurgien? Mais il faut qu'on ait cette capacité de choix, il faut qu'on la conserve, mais en connaissance de cause. Moi, j'ai une question pour vous. Imaginons, alors c'est déjà quasiment le cas, mais imaginons que demain, on vous propose le premier vol en avion sans pilote, uniquement piloté par une intelligence artificielle. Qui monte dans l'avion? On n'est pas nombreux. Hein. Ah ouais. Moi, je monte aussi. Hein. Moi, je sais. Si demain, je vous propose une intelligence artificielle pour faire du diagnostic de votre médecin généraliste, qui fait ça d'abord avec son intelligence artificielle avant d'écouter son généraliste? Un peu plus, ouais. Bon, alors, je vous rassure, ça sera le cas uniquement lorsque l'algorithme sera meilleur que le médecin généraliste. Et croyez-moi, ça va aller très très vite. Demain, le médecin généraliste ne servira qu'à signer des ordonnances rédigées par les intelligences artificielles de Google, d'Amazon. Et c'est une très bonne nouvelle. Ce sera largement plus fiable, plus sécurisé. On passe à la question suivante. Et ce sera pareil pour les avions. Ce sera beaucoup plus sécurisé dans un avion sans pilote qu'avec des pilotes. Bon, je pense qu'on va passer au sujet suivant, je pense. E-learning, formation. Alors d'abord, c'est vrai que c'est la question que posent aussi beaucoup vos interventions. C'est dans nos entreprises, on n'a pas toujours le temps. Comment on peut se former à toute cette déferlante numérique ? Où on trouve les formations? C'est comme toujours, c'est un petit peu le matching entre ce qu'on appelle du présentiel, des conférences. Enfin, pour moi, c'est un ensemble de choses. Aujourd'hui, on doit être mobile et on doit être dans une ubiquité qui est quasiment numérique. Donc l'information, elle vient effectivement du web, elle vient des gens, elle vient des conférences comme ici. Elles viennent de formation. Enfin, je le disais tout à l'heure, on va passer à 200 heures de formation, mais il faut s'en occuper. Il faut être proactif aussi. On ne peut pas juste être passif et attendre. Il faut chercher les sujets qui nous intéressent, parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre le numérique ou d'apprendre tel ou tel secteur, mais au contraire de butiner. Finalement, on est dans une période de zapping. On le voit avec nos gosses, hein, d'ailleurs, ils zappent. Et finalement, il faut être dans ce mouvement-là, de butiner là où ça nous plaît, mais d'enrichir et d'approfondir. Si tu dis qu'il faut zapper, je sens qu'on va avoir encore des réactions. Donc on va dire qu'on va s'auto-former sur Internet. Ça veut dire qu'on trouve la matière pour se former sur Internet. Non seulement on la trouve sur Internet, mais la première question à se poser, qu'on soit un individu ou un business, c'est de se demander où se déplace sa propre valeur ajoutée avec toutes ces technologies. L'enjeu pour les entreprises, quel que soit leur secteur, c'est de ne pas finir comme Kodak. Vous vous souvenez tous de Kodak, hein. Kodak, leur métier, c'était d'imprimer des photos. Sauf que quand l'appareil numérique arrive, ils se disent « chouette, les gens vont prendre plein de photos avec leur smartphone, etc. Notre métier, c'est d'en imprimer, on va faire fortune. » Jamais ils auraient imaginé que les gens arrêteraient d'imprimer des photos, parce qu'aujourd'hui, ils les regardent sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le business de Kodak d'imprimer des photos, il s'est déplacé sur regarder les photos sur de la technologie. L'enjeu pour les entreprises, c'est la même chose. C'est se demander où se déplace sa valeur ajoutée et ne pas hésiter à se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, encore une fois, qu'on soit un métier, qu'on soit une entreprise ou un individu, n'a plus de valeur ajoutée puisque l'usage a changé, parce que c'est devenu obsolète ou parce qu'une technologie fait ça beaucoup mieux. Par contre, si on cherche en permanence où se déplace la valeur, là, on peut avoir, déjà, on peut mieux anticiper toutes ces J'ai même envie d'aller plus loin, parce qu'on a vu récemment que Jeff Bezos d'Amazon, c'est quand même une grosse boîte qui marche très très bien, était en train d'annoncer que sa boîte pouvait éventuellement couler et fermer d'ici quelques années. Donc même lui, alors que tout paraît acquis, non, il se met effectivement aussi dans cette idée, cette posture de j'ai encore à apprendre, j'ai encore à développer, j'ai encore à être plus proche de mes clients, et pourtant Dieu sait qu'ils sont super forts sur ce sujet-là. Et pour lui, il n'y a rien de définitif, et il faudra encore apprendre et se développer et rester effectivement à l'écoute de ses clients. Donc toujours e-learning, toujours apprendre et toujours développer, tester, essayer. Autre phénomène, tendance dont on entend parler, qu'on a du mal vraiment même à comprendre dans ses fondamentaux, c'est la blockchain. Alors, qui a entendu parler de la blockchain? Juste le nom. Ok. Qui a compris comment ça marche?
Bon alors, là aussi, je vais vous rassurer, c'est pareil, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est difficile, c'est qu'on vit dans un monde qui n'était pas, enfin, on vivait dans un monde qui n'était pas du tout adapté à des technologies comme la blockchain. Du coup, ça nous semble impossible comme nouvelle approche, alors que c'est le nouveau monde dans lequel on se dirige. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la confiance, elle est centralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, que vous faites un paiement avec votre carte, ça envoie d'abord l'information à votre banque, qui en gros dit au commerçant, c'est bon, il y a assez d'argent, tu peux faire le paiement. C'est la banque qui dit que vous avez assez d'argent, c'est la banque qui centralise la confiance. Eh bien, imaginez que dans le monde de la blockchain, on supprime la banque, et qu'au lieu d'avoir une banque au milieu, on soit tous connectés ensemble avec nos smartphones sur un réseau bancaire, et qu'au moment de payer, ça interroge tous les smartphones de tout le monde en même temps, avec un algorithme mathématique qui va dire si oui ou non vous avez assez d'argent pour payer. Comment on fait? En gros, on met en concurrence tous les smartphones, et celui qui répond le plus vite possible gagne un petit peu d'argent. Vous voyez, on supprime l'intermédiaire de confiance et on utilise tout le réseau, si vous voulez, tous les gens, par exemple, si c'est le cas d'une transaction bancaire, pour certifier une transaction. On peut faire un tiers de confiance qui est dans le réseau et qui n'est plus distribué au sein d'un seul acteur. C'est avec le même type de technologie qu'on pourrait aujourd'hui se passer des notaires. Regardez, les notaires, qu'est-ce qu'ils font? Entre autres, hein, ils font d'autres choses. Ils ont un cadastre et ils savent qui a acheté, qui a vendu, qui possède quoi. Eh bien, imaginez que demain, on ait tous une partie de cette information de manière électronique, stockée quelque part, ça peut être même sur un compte ou un serveur bancaire qui nous appartient, et qu'on soit tous collectivement le garant de ce cadastre. On n'a plus besoin d'un centralisateur, d'un notaire pour le faire, puisqu'on l'est tous en même temps, et qu'on a juste besoin d'une technologie pour lire cette information qui est, encore une fois, disséminée partout. Pour faire du vote, c'est la même chose. Plus besoin d'une urne, on l'est tous collectivement. Vous voyez, on se débarrasse du centralisateur. Est-ce que c'est assez clair ou pas? Parce que je sais que c'est assez... Ce qui est clair, c'est que tu nous as mis à dos tous les médecins et maintenant tu nous as mis à dos tous les notaires. Un grand merci. Oui, monsieur. Oui. Ah, attendez, on va répéter. Qui est responsable dans la blockchain, du coup? Alors, qu'est-ce que vous appelez un conflit? Une transaction? Alors, puisque l'algorithme est mathématique, l'erreur doit être collective, puisque normalement, quand on utilise une blockchain, on dit qu'on est collectivement d'accord pour utiliser les principes qu'il y a derrière, et s'il y a une erreur, en gros, ça va être ceux qui ont codé cette erreur dans le logiciel, et on pourra la corriger collectivement. Mais le principe, si vous voulez, c'est que tout ce qui a été programmé dans la blockchain, par exemple une transaction bancaire ou un achat, par exemple si on fait du notariat, des choses comme ça, tout le monde est collectivement d'accord sur ce principe-là. La blockchain ne peut pas faire d'erreur une fois que ça a été programmé comme ça. Par contre, si vous avez fait une erreur humaine sur qu'est-ce que vous pouvez faire dans la blockchain, ça c'est une erreur qui est humaine. Mais le type de transaction électronique, il ne peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Il y a une analogie. Comment? Oui. Oui. Ben, c'est la même chose avec un humain. Hein. S'il n'y a plus d'énergie, plus de nourriture, c'est pareil. Comment? Oui, mais si vous voulez, c'est comme un humain. Hein. Si vous lui coupez sa communication, sa parole, ben, il n'y a plus de réseau. C'est comme quand il n'y a plus de réseau avec de la technologie. Hein. C'est la même chose. C'est le même type de problématique. Il y a une analogie que j'aime bien. Moi, c'est la seule chose que j'ai retenue sur la blockchain. C'est un petit peu le principe où tu imbriques des Legos. Oui. En fait, on met un Lego, un deuxième Lego, et chaque Lego est responsable. Et une fois qu'on est imbriqué, de toute façon, on est solidaire. Et on ne peut pas enlever un Lego au milieu, c'est pas possible. Donc j'aime bien cette analogie-là. La deuxième chose, je ne sais pas si c'est utilisable la blockchain à des petits niveaux, et est-ce qu'il faut du volume un petit peu comme la data. Et troisième chose, pour terminer, je découvre je ne peux pas les nommer, mais des grosses boîtes, des grands groupes qui utilisent la blockchain, non pas pour des services financiers, mais par exemple pour sécuriser des communiqués de presse. Donc après, c'est plutôt se dire, tiens, à quoi ça peut me servir par rapport à mon boulot? C'est pas mettre de la blockchain pour la blockchain, mais quel usage et qu'est-ce que ça va produire? Ça peut être très divers, en fait, très vaste. Il y a des usages qui se développent aujourd'hui? Absolument, oui. Dans différentes boîtes, il y a énormément, mais c'est des pistes, hein, c'est des tests. Encore une fois, il n'y a rien d'avéré. Aujourd'hui, la blockchain, je crois que c'est encore assez immature, mais que c'est intéressant que chacun fasse son retour d'expérience pour savoir où sont les usages. En gros, dès que vous avez des métiers ou des business où il y a de la traçabilité de produits, par exemple, qui est impliquée, vous pouvez utiliser une blockchain où tous les acteurs vont certifier que le produit il est passé par tel producteur, tel maillon de la chaîne, qui a été revendu à tel autre, qui l'a transformé de telle manière. Vous voyez, chaque étape du processus de production peut être certifiée collectivement. Rappelez-vous, on n'a plus besoin d'un seul certificateur par les membres du réseau. Alors,
Sur la blockchain, ce n'est pas un hacker peut s'infiltrer. Alors, déjà, les problématiques de sécurité, je pense qu'on va les aborder après, elles sont valables pour tout. Mais dans la blockchain, ce qu'il faut pour pouvoir pirater une blockchain, c'est qu'il y ait plus de 50% du réseau, donc plus de 50% des utilisateurs, qui agissent contre le réseau. C'est un peu comme, si vous voulez, une révolution. Il faut qu'il y ait un nombre suffisamment de personnes, une taille critique, pour faire une révolution et renverser un pouvoir. C'est la même chose avec une blockchain. Vous avez une taille critique au-delà de 50%, vous pouvez renverser la blockchain. Et j'ai rien contre les notaires. Hein. On ne s'est pas fâché qu'avec les notaires et les médecins. Je discute souvent avec eux aussi. Alors justement, vous avez entièrement raison, et en fait, c'est ce qui est le plus important avec cette révolution. Comme je vous l'ai dit, la technologie, ça deviendra une commodité. De la même manière que vous avez tous des smartphones, tous Internet, etc., de plus en plus rapide, de moins en moins cher, ça sera le cas pour tout le monde et toutes les entreprises progressivement. Et encore une fois, il n'y aura pas de difficulté, puisque ça va être fait pour que les entreprises adoptent ça facilement. Ce qui fera la différence, j'ai fait la différence entre le bon séducteur et le mauvais séducteur, en fait, ce que ça veut dire, c'est que chacun doit être d'excellents humains dans cette révolution, qui savent écouter, qui ont de l'empathie, qui génèrent de la confiance. Regardez le médecin. Je prends l'exemple du médecin, parce qu'encore, c'est celui qui parle à tous. Vous n'irez plus chez le médecin pour le diagnostic médical, puisque ça va être fait, encore une fois, par une intelligence artificielle beaucoup mieux que le médecin, et c'est très bien pour tout le monde, mais vous continuerez à aller le voir parce qu'il vous écoute, il vous rassure, parce que vous avez un lien de confiance avec lui. Vous savez ce que c'est l'effet placebo chez le généraliste? 30 à 35%. Vous vous sentez 30 à 35% mieux juste parce qu'il vous a écouté, vous avez parlé avec lui, etc. Et ben, alors, il y a aussi cet effet. L'effet placebo, il existe absolument partout. Il existe dans une négociation d'affaires, dans un achat immobilier, dans la pharmacie, différent selon les gens, mais en moyenne. Comment? Cet effet placebo, il existe absolument partout. C'est le fait que vous attribuiez de la valeur mentalement à un effet qui n'est pas avéré, parce que vous le donnez mentalement, cet effet. À ce niveau-là, je voudrais juste vous poser une question, parce que tout le monde vous a posé une question, sauf moi. Avec qui on ne s'est pas fâché encore? Vous pouvez lever la main? Merci. On ne sera pas tous fâchés à la sortie. Bon. On va continuer, on a vu la blockchain, on va continuer avec une autre thématique dont on parle beaucoup, mais depuis un certain temps. C'est tout ce qui est, vous en avez parlé tout à l'heure, des data, des données, ouais. Le big data. Pour vous demander de quoi il s'agit exactement, mais vous avez déjà parlé, et puis encore une fois, quel usage, moi, entrepreneur, je peux en faire dans ma TPE, comme commerçant, etc. Il faut déjà être connecté, hein. On parlait de site web ou pas, de réseaux sociaux ou pas, s'il n'y a pas, il n'y a pas de data, donc, et ça commence là. Il faut que j'ai une connexion, un point de connexion. Bien sûr, et des éléments le plus possible, donc plus on a d'éléments, plus on a de la data, et après, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je collecte, comment j'utilise, et puis pourquoi, quels sont les enjeux? Alors ça dépend vraiment de chaque business. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des insights dans toutes les données. Que ce soit des données d'interaction sur les réseaux sociaux, de campagne marketing, de CRM, vous savez, d'utilisation de toute la donnée que vous allez capter en service client. Tout ça, c'est des données qui ont de la valeur, qui peuvent vous faire vendre plus, mieux connaître vos clients, vous aider à mieux concevoir vos produits, parce que justement, vous aurez discuté avec vos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir progressivement les outils, je parlais d'algorithmes tout à l'heure, pour traiter ces données et faire remonter ces informations. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur Facebook, c'est exactement la même chose. Hein. Ils regardent votre manière de surfer sur la plateforme, et à ça, ils peuvent déduire pour qui vous allez voter, vos risques de suicide imminents, etc., etc. Simplement avec ces données-là. Ce qui est important, c'est qu'on va déduire indirectement, avec des données, des trucs qu'on n'aurait même pas imaginé voir dans ces données. J'ai envie de faire une petite digression par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, où tu disais que les datas, évidemment, pour le moment, c'est plutôt, alors pas l'Asie, parce qu'on n'est pas maqué, entre guillemets, avec l'Asie, mais avec les GAFA, évidemment. Et le problème, et en même temps, encore une fois, c'est un pharmacon avec les GAFA, c'est qu'on sur Facebook et Google, on donne toutes nos datas. Et qu'est-ce qui fait leur valeur aux datas? C'est le nombre, on est d'accord, c'est l'empilage, la rétroactivité, parce que ça fait combien d'années qu'on est connecté sur Facebook et qu'on leur laisse, comme le dit Laurent Alexandre, 5 heures par jour gratuitement toutes nos informations. C'est ça qui va faire leur force. Donc nous, aujourd'hui, sans être commissionné par qui que ce soit, parce que je suis une addict des réseaux sociaux, mais c'est peut-être intéressant de se dire où est-ce que je vais laisser ma data aujourd'hui, qui je vais enrichir.
Est-ce que je vais enrichir Google, Quant, qui va me donner un service derrière de data, etc. Que ce soit les médecins, tu disais, c'est pas finalement un labo qui va récupérer le business, ce sont des GAFA. Parce qu'ils auront tellement de données, tellement de quantités qu'eux pourront te déceler un cancer ou une maladie bien plus que le petit médecin qui aura juste un peu de data, ça ne suffira pas. C'est là où je pense qu'il faut vraiment être vigilant et sans être forcément patriotique, mais de se dire, attention, c'est à nous aussi de savoir où on met les pieds, à qui on laisse nos données, où est-ce qu'on surfe, sur du Quant, sur des sites libres, etc., ou pas. Et il ne s'agit pas d'aller là ou là, mais en tout cas de l'avoir en conscience et de faire les choses en conscience pour savoir qui on va enrichir. Pour notre service, après, à nous, pour notre bénéfice. Voilà, tu as tout dit. Si le bénéfice est là... Bon. Non, mais si c'est rentable pour votre business et qu'au passage ça enrichit Google, pourquoi pas? La question, c'est à quel point vous allez être dépendant, jusqu'à quand, est-ce que vous pouvez vous en libérer si vous avez besoin un jour, etc. Pour l'instant, ce sont les seuls à être capables de traiter toutes ces données et à créer de la valeur avec. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on n'a personne en Europe, on n'a aucun géant du numérique capable de rivaliser avec ces gens-là. C'est ça qui est très inquiétant. Et d'ailleurs, nos groupes s'affilient et font des contrats, les Atos et tout ça, avec les GAFA, parce que c'est eux qui ont les datas, c'est eux qui ont l'intelligence. Et c'est les seuls à être capables de faire. Ils ont les gens les plus intelligents du monde. C'est un peu incontournable. Donc, mais si on pouvait remédier, c'est ça, pour ça qu'il faut avoir une connaissance, je trouve que ce serait pas mal d'avoir cette réflexion-là. Mais aujourd'hui, quand on est petit entrepreneur, c'est quand même pas évident d'utiliser la data. Peut-être un peu sur les réseaux sociaux. Je pense à des choses très simples. C'est si vous utilisez Google Sheets, vous savez, la version Excel de Google, déjà, vous commencez à avoir des fonctions d'intelligence artificielle intégrées qui peuvent déjà vous accompagner. Alors, c'est le début, c'est balbutiant, mais c'est directement intégré et ça vous accompagne. Ça va se faire progressivement. C'est comme les mises à jour sur vos applications mobiles. Ça se fait, ça vous donne tous les jours des nouvelles fonctionnalités, et puis vous vous dites « Ah bah tiens, il fait ça aujourd'hui, mon application, mon smartphone, mon GPS, ce que vous voulez », et ça ne nous surprend même plus, si vous voulez. On a tous ces ajouts qui se font de manière assez rapide, et on est habitué à cette accélération, en fait. La question a été posée, et c'est vrai que moi, je fais partie d'un groupe et il n'y a quasiment pas une journée où j'ai le sentiment de recevoir des mails un peu chelous que je vire parce que ça s'apparente à des fraudes. Quel cas, quand on est à la tête d'une petite entreprise, qu'est-ce qu'il faut craindre en termes de cyberfraude, cyberattaque? C'est souvent des manipulations hasardeuses humaines, les problèmes de sécurité. Enfin, je vois dans le TGV ce matin, le type qui laisse son écran ouvert, c'est des choses souvent toutes bêtes, je crois. Absolument. Pas besoin d'être connecté pour être piraté, c'est très vrai. L'erreur, elle est plus souvent humaine. C'est généralement la distance entre l'humain et la machine. C'est là que se situe l'erreur plutôt que dans la machine. Non, de manière générale, les comportements, vous les connaissez, c'est ne pas ouvrir de mail dont on ne connaît pas la personne, ne surtout jamais ouvrir une pièce jointe, que ce soit un logiciel, une image, une vidéo, ce que vous voulez quand on ne connaît pas, ne pas aller sur des sites où justement on vous propose toutes ces vidéos où on vous demande de cliquer, d'ouvrir des trucs. Ça, c'est les comportements de base. Ensuite, ne jamais divulguer évidemment ses mots de passe, faire très attention. Les varier. Voilà. Ne jamais utiliser le même mot de passe aussi. Je suis sûr que quasiment tout le monde a le même mot de passe sur tous ces services ici, parce que statistiquement, je sais que c'est comme ça, mais c'est très dangereux. Changez tous vos mots de passe, mettez un mot de passe différent par site. Faites très attention aussi à ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire les sites internet qui vont essayer de récupérer vos informations. Souvent, ça se présente comme un site internet qui ressemble à un site que vous connaissez. Ça peut ressembler à Google, ça peut ressembler à Facebook, mais c'est hébergé sur un autre site. Et là, ils peuvent, lorsque vous entrez un mot de passe, récupérer votre mot de passe. Faites très attention lorsque vous avez, alors ça peut être des emails ou des coups de téléphone où on vous demande de divulguer des informations. C'est les comportements minimums à avoir face à ces menaces. Juste un petit mot sur la fraude au président. Ouais. Alors, qui connaît la fraude au président? Fraude au président, vous savez, c'est quand on se fait passer pour quelqu'un de l'entreprise qui appelle le banquier en urgence ou alors le trésorier en demandant de faire un virement de la part du président. C'est urgent, c'est lui qui a demandé de virer 500 000 €, etc. Alors, bon, j'espère que vous êtes déjà prémunis contre ça, que vous connaissez ces risques-là, mais ce qui va être très difficile dans les prochaines années, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, par exemple, on est capable, en écoutant votre voix, de vous faire dire, de vous faire parler et de vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites avec votre propre voix. Ce qui veut dire que les pirates vont utiliser ces logiciels en enregistrant un peu votre voix, juste quelques secondes, pour vous faire dire ce qu'ils veulent, et ensuite appeler votre banquier pour demander est-ce qu'il passe un virement. Vous avez peut-être vu sur Internet, on a été capable de faire ça avec la voix d'Obama. On a écouté un peu la voix d'Obama, puis on lui a fait dire ce qu'on voulait. Et on dirait le vrai Obama. Ça va être la même chose demain avec ce type de fraude au président. Vous voyez, les technologies suivent en fait les fraudes. Enfin, les fraudeurs suivent les technologies. Dernier vocable dont je voulais qu'on parle et qu'on explicite, c'est le cloud, le nuage. Alors on en parle beaucoup, on met beaucoup en garde contre les clouds étrangers, Google, etc.
Là aussi, qu'est-ce qu'il faut en penser et quel cloud choisir, du coup, quand on en a besoin? Alors, ah non, je suis incapable. Alors, le cloud, qui sait ce que c'est que le cloud déjà? Ah, ça va. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas, le cloud, c'est juste un ordinateur qui n'est pas chez vous, qui est à distance, où vous stockez des trucs. Ce qui est intéressant en fait avec le cloud, c'est que progressivement, on n'aura plus besoin d'utiliser des logiciels chez soi, parce qu'ils vont être directement disponibles sur Internet à distance. L'enjeu pour les entreprises, ça va être de progressivement délocaliser leurs données, leurs logiciels dans ce cloud, parce que ça va plus vite, c'est plus efficace, ça fait faire des économies d'échelle. On pourra y intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle demain, etc. Comment choisir son fournisseur? Si j'étais chauvin, je vous dirais de prendre des fournisseurs français par des boîtes françaises, etc. Mais la question, c'est est-ce que les Américains ne font pas mieux? Soit vous privilégiez du français, soit vous privilégiez de l'américain avec de meilleures fonctionnalités. Tout ça, ça dépend de votre business, ça dépend des fonctionnalités, ça dépend de la taille. Sachez qu'en matière de sécurité, ils sont certainement meilleurs que des boîtes plus petites, ce qui est normal, ils se font attaquer beaucoup plus. Mais ça dépend vraiment du business de chacun. Alors là, on arrive au terme. Il vous reste à chacun 2 minutes pour conclure. Je vais juste vous rappeler une petite chose, c'est qu'ils sont plus de 1300, on n'est que 3, donc ça serait bien qu'on se réconcilie, d'éviter la provoque sur ces 2 dernières minutes. Ah ouais, je provoque jamais. Hein. Et je ne sais pas qui souhaite commencer. On commence par toi le plus dur, Stéphane. et puis on finit soft avec moi. Oui, Stéphane commence, c'est mieux. Non, je sais, alors sachez que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur la technologie, sur le digital, sur l'intelligence artificielle, ce que vous en pensez, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas, que vous ayez peur ou que vous soyez très excité, ça ne dépend que de vous et de votre propre psychologie. C'est votre aversion au risque qui fait la différence. Je peux tenir le même discours à des gens qui ont très peur dans la vie, ils vont être encore plus terrorisés, ils ne voudront rien changer. Je peux tenir le même discours à des gens qui ont l'habitude de prendre des risques, etc., etc. Ils vont vouloir y aller tout de suite. Ça ne dépend que de vous et de votre psychologie. Sachez un truc, c'est que c'est le monde dans lequel on entre, qu'il n'y a aucune raison d'en avoir peur parce qu'il faut simplement le comprendre. Et comme je le disais, tout ce qui va être technique, technologique, expertise, l'être humain va la perdre, va perdre tout ça, la machine sera largement meilleure, mais il nous restera les trucs d'humain, l'empathie, la confiance, l'émotion. Ce que je disais, vous irez chez le médecin parce qu'il vous écoute et il vous rassure, pas pour le diagnostic médical parce que la machine sera meilleure. Ça va être l'enjeu des entreprises dans tous les secteurs. Dites-vous bien un truc, en tant qu'individu ou en tant que business, c'est que demain, c'est plus à vos clients que vous allez devoir vous adresser, c'est plus vos clients que vous allez devoir convaincre. Ce sont les intelligences artificielles de vos clients. Vous savez qu'on est dans un monde qui est filtré par les algorithmes aujourd'hui. Regardez, quand vous faites des recherches sur Google, les entreprises se battent pour être plus ou moins élevées dans le moteur de recherche. Eh bien, l'enjeu des entreprises, ça va être de convaincre les algorithmes d'autres entreprises et de leurs clients. Demain, vous aurez tous votre Google personnalisé avec un algorithme qui, en fonction de vos données, vous orientera dans vos choix. Eh bien, l'enjeu des entreprises, ça va être de convaincre votre algorithme qu'elles sont pertinentes, dignes de confiance, transparentes, au bon prix, etc. On entre dans un monde qui va être filtré par des algorithmes de plus en plus. Mais il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Fabienne? Oui. Oui. Montessori, absolument. Je réponds à ça d'abord ou tu réponds? Vas-y. Tu veux répondre? Alors, pourquoi monsieur dit... Alors, vous avez entièrement raison. Ouais. Monsieur, tu répètes? Oui. Pourquoi les grands patrons de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans des écoles type Montessori sans numérique. Oui. Ouais, sans numérique. Alors, et très libre et, j'allais dire, qui favorise complètement la prise de conscience, l'épanouissement personnel. Vous avez entièrement raison de soulever ça, c'est très important, et c'est exactement pour la raison que je viens d'évoquer. Je vous ai dit, la technologie, tout ça, ça deviendra une commodité. Ce qui comptera, c'est d'être des bons humains, dans l'empathie, dans la confiance, dans la relation. Pourquoi ils font ça, ces géants technologiques, enfin ces patrons? Parce qu'ils veulent que leurs enfants, à l'école, ils apprennent l'interaction avec l'autre, ils apprennent l'empathie, ils apprennent la coopération, le travail de groupe, etc. Puisque la technologie, dans tous les cas, déjà, elle est développée pour être addictive, pour générer des comportements compulsifs. C'est comme ça que la technologie va en raccro, mais surtout parce qu'ils savent que ce qui fera la différence, c'est l'humain. Et du coup, ils orientent leurs enfants sur l'humain, tout simplement. Mais vous avez raison de le souligner, c'est très important. Merci Stéphane. Fabienne, le mot de la fin? Ça va, il a été... Oui, on est d'accord du coup. Un petit non, mais effectivement, on est exactement dans le fil, sauf que je suis encore plus pro-humaniste que toi, c'est-à-dire que puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai refait mon parcours depuis 8 ans et je me retrouve ici, c'est quand même un levier absolument conséquent et j'ai pas un QI supérieur, franchement, j'ai un QI de base et
Donc je pense que c'est à tout à chacun effectivement de s'emparer de ça, mais effectivement de se renseigner, de devenir plus compétent, de devenir mobile, apprendre ça à ses enfants aussi, de faire là où on a envie d'être et d'être non pas forcément expert en profondeur, mais en tout cas avoir une capacité d'adaptation et de s'intéresser au monde d'aujourd'hui, tout simplement. C'est s'adapter au monde d'aujourd'hui, effectivement avec les technologies. Je ne comprends rien en technologie, mais je suis capable de concevoir qu'une blockchain peut être utilisée dans tel ou tel domaine, que la data, ça sert à ça. Et je ne vais pas plus loin, mais ça suffira largement à me rendre adapté au milieu d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est à tout à chacun de s'emparer de ça et de jouer sa carte, ses cartes. Fabienne, Stéphane, merci. Merci de les applaudir. Merci à vous.